nous allons passer quelques instants, plus qu'un instant, un bon moment avec le réalisateur qu'on va réaccueillir, Pierre Maillard. Merci. Ainsi que deux professionnels dans un autre domaine qui explore l'Europe d'aujourd'hui. Il s'agit de Patrick Valélian, qui est le rédacteur en chef de 7 magazine dont on va parler, et Philippe Meder, qui est un journaliste de grands voyages aussi. Voilà, bienvenue. Alors nous allons essayer de... Moi-même, je m'appelle Jean Perret, je m'occupe un peu de cinéma à Genève au sein de la Haute École d'Art Design, département cinéma. On va essayer de parler du film, bien entendu, et des rapports que ce film peut entretenir avec les connaissances de terrain, telles que vous les élaborez, vous les mettez en circulation dans vos articles, vos émissions, vos canaux de diffusion. Pierre, quelques informations factuelles. Pourquoi, disons, il y a un voyage, il y a une fuite, il y a un danger de mort, donc il y a ce mouvement, et puis il y a des arbres. Oui. Comme si tu voulais d'emblée signaler deux choses, à savoir bien sûr la trajectoire, le déplacement dans un espace, dans un temps, et en même temps l'idée que par ailleurs il y a des temps qui sont enracinés, qui sont fixes, qui ne bougent pas. Oui, on pourrait appeler ça la leçon de l'arbre, d'une certaine manière. Comme d'ailleurs c'est dit dans le film, et bon, je le répète, hein, j'ai l'impression de me répéter parce qu'on fait des avant-premières dans toute la Suisse, alors je répète toujours un peu les choses. J'ai jamais entendu ça encore. Oui, mais l'homme est maître de l'espace et l'arbre est maître du temps. Et donc effectivement, il y a la leçon de l'arbre, c'est se rapprocher de l'arbre pour le photographe. Enfin, son voyage commence par ça. Son voyage commence par observer quelque chose qui est le contraire de l'homme, qui est immobile, alors que l'homme est par essence mobile, et qui maîtrise le temps, alors que l'homme ne maîtrise pas le temps. Alors voilà, de toute façon, ce rapport-là était au cœur du projet du film, avec l'idée d'un photographe de guerre qui est pris dans l'instantanéité et qui outrepasse une ligne rouge et tout à coup devient acteur alors qu'il est normalement un observateur, et il va provoquer quelque chose et ça va l'obliger à quitter les hommes et aller vers les arbres. Donc dès le départ, dans le projet du film, c'était ça. Mais qu'en même temps, que ça soit à travers l'arbre, l'arbre immobile, mais que ça soit à travers l'arbre que la réalité revienne, le monde et les hommes reviennent vers lui. Que lui puisse retourner aux hommes, en faisant ensuite ce parcours. Encore deux questions introductives de ma part, et ensuite vous pourrez bien sûr prendre la parole. Pierre, il y a dans le film une vraisemblance de ce récit, ancré dans des paysages, dans une histoire récente, la fin des communismes, les guerres civiles jusqu'à aujourd'hui, les décors, les bâtiments d'Esquamé, tout ça participe d'un ancrage dans un paysage européen d'aujourd'hui. Donc on est dans une vraisemblance, et parfois il y a des coups de force du scénario, des coups de force de l'invraisemblance, par exemple, un arbre en feu. Et je trouve ça très intéressant, ce va-et-vient entre le souci d'une crédibilité qu'on doit partager pour le spectateur, et puis en même temps des moments où c'est un autre ordre de représentation qui s'impose. C'est-à-dire que le pays, là, c'est l'Albanie, et le film doit énormément à l'Albanie, dans le sens que, là, je viens de dire qu'au départ, j'avais l'arbre et le photographe, et que je voulais jouer là autour. Et qu'en fait, quand j'écrivais le film, j'étais dans le sud de l'Italie, parmi les oliviers. Et puis là, il y a donc 4 ans à peu près, 3-4 ans, même peut-être un peu plus. Et là, il y avait toutes les semaines un bateau de migrants qui venait s'échouer. On en parlait encore très peu ailleurs, mais c'était avant Lampedusa même. Mais chaque semaine, il y avait un bateau comme ça, avec peu de gens, 10, 15 personnes, comme ça. C'était pas du tout les proportions d'aujourd'hui.
Et en fait, je me suis rapproché de ça. J'ai essayé d'aller voir qu'est-ce qui se passait de plus près. Et puis là, à ce moment-là, j'ai pensé en face, juste en face, l'Albanie. Les bateaux d'ailleurs arrivaient, certains de l'Albanie, certains de Corfou, comme ça. Et je me suis dit, je vais aller voir en Albanie. Et en fait, le scénario tel qu'il existe maintenant est vraiment né du terrain, né du pays. Le film a vraiment commencé par des repérages, mais de très nombreux repérages. J'y suis allé je ne sais pas combien de fois, mais vraiment, peu à peu le scénario qui n'existait pas encore, j'avais mon idée, mais pas encore le scénario, est vraiment né du terrain, né de l'Albanie, né des paysages, né des rencontres qu'on a pu y faire, des climats, des lieux et tout ça. Mais en même temps, ce n'est pas l'Albanie, c'est un pays que j'ai toujours voulu métaphorique, qui est un pays post-guerre, qui est un pays qui est vidé de sa substance, de ses habitants. Il y a encore, la nature est très belle, comme vous avez pu le voir, dans les montagnes. Et puis plus on descend vers la mer, plus on descend vers la catastrophe, les ruines, etc., etc. Et à un moment donné, justement, ça devient doublement métaphorique presque, parce que après la scène de l'église où on voit Babel. On va arriver dans cette vallée, qui est une vallée, effectivement, qui est une vraie vallée minière, mais qu'on a travaillé cinématographiquement, et d'où, là, tout à coup, un arbre en feu, oui, un arbre en feu qui est une étrangeté. Cette vallée, avec des feux partout, devient un paysage mental, presque. Dans le parcours du photographe et de la fille. Quelques mots sur l'ensemble des personnages principaux, secondaires. Et alors, les passeurs, ces brutes épaisses qui sont aussi dans le trafic d'armes, très bien, ça correspond un peu à une imagerie qu'on peut avoir de ces gens-là. Et puis il y a le curé. Le curé, bientôt communiste. Alors, par exemple, comment est-ce que tu distribues tes personnages et comment tu as voulu introduire cette figure-là qui est à la fois pathétique, un peu drôlatique, et en tout cas qui s'en incarnait un malaise. Et un peu mystérieuse. Et un peu un malaise alcoolisé, disons. Oui, non, il s'alcoolise parce qu'il est dans le malaise. Je disais avant que le film est vraiment né de ces repérages, et lors du premier repérage, sur le bateau qu'on voit dans le film, d'ailleurs, qui est un ferry qui remonte un lac artificiel, mais qui est immense et qui dépose les gens dans des petites vallées et tout ça, j'ai rencontré un prêtre italien. Et une partie de dialogue est vraiment tirée de ce prêtre italien. J'avais pris des notes et tout ça, j'ai toujours son adresse. Et lui m'avait dit, mais ouais, tout le monde vient dans ce pays et coupe des forêts entières, tout le monde s'en fout et tout ça. Et tout le monde croit que c'est un pays qui est inhabité, c'est pas vrai. Là-haut, il y a une famille avec 10 personnes. Là, on voit rien du tout. Mais là, derrière, il y a 15 personnes qui vivent et tout ça. Et moi, je marche des kilomètres et des kilomètres et des heures pour aller dire la messe vers eux, et j'essaye de faire en sorte qu'ils restent là et tout ça, ou je leur donne un peu d'argent s'il le faut et tout ça. Et donc ce prêtre-là est né de cette rencontre. De cette rencontre réelle. Et à partir de là, ça devient un personnage qui est un peu, à mes yeux, c'est un peu présomptueux ce que je vais dire, mais qui est un peu buñuelien comme ça, et qui doute, qui trafique des âmes et qui ne sait pas très bien si ce qu'il fait est bien ou pas bien. Est-ce que donner de l'argent, ça va suffire pour payer des passages, et qui doute de tout, qui doute de sa foi, et qui représente un petit peu nous. C'est-à-dire le témoin qui essaye de faire, le témoin plus ou moins proche, mais le témoin qui essaye de faire quelque chose, et faisant ce quelque chose peut-être fait une catastrophe. Et donc est perdu dans cette zone grise. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Je crois, c'est pas mal ce qui répond, je trouve assez articulé et clair. Des remarques de votre part, des interventions, n'hésitez pas. Sinon, Patrick Vallier, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites là? Et quelles questions avez-vous à poser à Pierre Maillard? Moi, je vous écoute déjà pour commencer. C'est intéressant que vous nous disiez de quel territoire d'intervention, de réflexion vous venez. Non, moi, je suis journaliste en fait de formation. J'ai une grosse admiration pour ce film, et surtout un lien proche, parce que j'ai aussi, en tant que journaliste pour l'Hebdo, notamment à l'époque, fait du journalisme de guerre. J'ai aussi perdu des copains sur le terrain. Donc la photo de trop, le sujet de trop, le moment de trop, c'est une histoire que je connais, qui a failli me coûter la vie à un moment donné en Syrie.
Et donc j'étais très proche de ce personnage. C'est pour ça que ça m'a vraiment touché, l'histoire que tu as écrite, notamment parce qu'elle est, elle est très vraie. En fin de compte, c'est une histoire totalement... Enfin, ça sort de ton imagination, mais en tant que journaliste de terrain, moi j'ai vécu ça. Et j'ai vécu ce moment où on se dit qu'est-ce qu'on fout là, quoi, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Est-ce que je suis pas devenu un acteur, en fin de compte, d'une situation qui me dépasse totalement? Et ça m'a vraiment touché parce que ça m'a aussi... Je l'ai vu plusieurs fois maintenant, le film, on va dire. Et à chaque fois, j'ai ressenti la même sensation et je me suis retrouvé un petit peu dans le personnage de Carlo Brandon. Voilà. Donc déjà pour commencer, parce que je me sens proche déjà de ce film. Et après, c'est aussi, je crois que c'est Vigous qui a dit que c'était un des films les plus intéressants du cinéma suisse ces dernières années. Je ne les ai pas tous vus, je dois avouer, mais enfin celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc je suis là aussi pour ça et pour vous présenter aussi un autre média qui est 7, qui est un nouveau média de reportage, d'enquête, à la fois sur le net et sur un format qui est un MOOC, c'est 750 grammes d'amour pour ce métier qui est le journalisme, qui se rapproche aussi un petit peu quand même finalement de cinéaste en termes d'imagination parfois et de difficulté aussi à présenter ses idées, mais aussi parce que pour venir sur cette histoire-là, moi j'étais très touché par le personnage principal. Voilà. Et quand vous rappelez le début du film, je reviens vers vous très rapidement. Prenez patience. Venez à côté de nous, vous n'êtes pas dans Ne te cache pas. Ne vous cachez pas. Vous rappelez au début du film, où ça commence par ces images de photographie, des images photographiques en noir et blanc, de ce supplice. Et à un moment donné, donc là on est vraiment dans une représentation réaliste, documentaire, telle qu'elle peut être rendue par les médias, les journalistes parmi lesquels vous vous situez. Et à un moment donné, le film, au début ça verse dans la fiction. On quitte cette scène inaugurale, cette scène vraiment de l'indicible, pour entrer dans le récit fictionnel. Et je trouve très intéressant comment le film s'approprie une situation originelle du drame pour ensuite développer un récit différent de ce que pourrait être un récit documentaire. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, de cette prise en charge d'une réalité que vous connaissez à travers, dès ce moment-là, une mise en scène au sens fort du terme. Disons, quand on fait du reportage, dans un sens, j'allais dire, on est tout le temps en train de mettre en scène quelque chose. On fait des choix, comme un cinéaste en fin de compte. Nous, on travaille... Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est ce qu'on appelle la littérature non fictionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise des faits, mais en même temps, on les malaxe, on les travaille, on les transforme de manière à ce que ça crée une histoire qui permette de raconter la vie autrement que par sujet à complément et le message essentiel au début, comme une dépêche d'agence. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que dans ce monde j'allais dire, de surinformation, de sur-news, j'allais dire, plutôt que sur information, on puisse se trouver un moment, une narration qui permette justement d'accéder aux plus difficiles, aux situations les plus compliquées, de comprendre les réalités de ce monde autrement. Donc ça, c'est mon boulot. Quand j'écris une histoire, je le fais un petit peu, je le dis souvent d'ailleurs à mes stagiaires, je le fais un petit peu comme... Je leur dis, mais imaginez que vous êtes votre œil soit une caméra. Et imaginez que vous êtes en train de filmer ce qui se passe. Et imaginez que vous êtes en train de faire un focus sur une situation X, Y ou Z, ou alors que vous faites une big picture de ce que vous voyez. Donc en fait, en gros, nous, ce qu'on est en tant que reporter de terrain, on a les oreilles, les yeux, les pieds, les mains, le nez, de vous, lecteurs, qui après ingurgitez ce qu'on vous ramène. Donc en fin de compte, est-ce que la démarche est très différente d'un cinéaste ? Il y a une dimension, beaucoup plus de liberté, je pense, avec le cinéaste. Ça, Pierre, tu peux peut-être pas, peut-être, je sais pas, à voir. Nous, on doit travailler avec le fait. Toi, tu peux te permettre à ce niveau-là plus de liberté, dans un sens, avec des contraintes aussi. Oui, non seulement des contraintes parce que c'est une activité artistique dispendieuse. C'est le journalisme aussi, tu sais. Oui, mais bon, tu peux avoir ton stylo et ton carnet. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc on doit tenir compte de ça. On est avec des gens, avec une équipe, il faut de l'argent pour le faire. Donc déjà, bon, il y a cet aspect-là. Et puis d'autre part, il y a une responsabilité qui est une responsabilité d'ordre moral, comme peut-être la responsabilité morale
d'un journaliste. On en parlait hier, mais je crois que c'est la première personne que je fais mourir dans un film, là. Et c'est très fugitif, c'est vu de loin, parce que je trouve que tuer un personnage est une forme de responsabilité. Justement, je suis pas Tarantino là, pas du tout, et vraiment le contraire. Et je trouve que on ne peut pas, par exemple, là, à un moment donné, c'est pas vrai, c'est la deuxième mort parce que j'ai filmé une fois un suicide, mais pour moi, quelqu'un qui se jetait du haut d'une montagne. Mais pour moi, c'était juste sortir du champ, quoi. C'est-à-dire que c'était pas plus spectaculaire que quelqu'un qui sort du champ. Et il est plus dans l'image. Donc si tu veux, voilà, il y a cette contrainte-là qui peut-être rapproche du travail d'une forme d'éthique journalistique ou d'une forme d'éthique de cinéaste. Et il y a peut-être encore une chose qui différencie ou qui enrichit, en l'occurrence, le récit de fiction, des fictions documentées, c'est le recours à des moments, à des images à caractère symbolique, à caractère hyperbolique, à caractère métaphorique. Et vous avez vu, il y a le passage du fleuve. Il y a toute une mythologie égyptienne, on passe le fleuve, etc. Donc, si je peux me permettre, là, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est nous-mêmes le résultat d'un millefeuille culturel millénaire, et qu'il y a certains symboles, disons, qu'on ne vit pas forcément comme ça, mais qu'on produit sans s'en rendre compte. Et on rejoint le grand récit humain, si tu veux, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est après coup, des fois, c'est pas forcément des... Bien sûr, j'ai pensé à Dante, j'ai pensé à des choses comme ça. Mais en même temps, après, je me rends compte, ah ben tiens, il y a le passage du fleuve, voilà. Il y a la fille dans l'arbre, qu'on appelle dans la Grèce antique une dryade. Mais j'ai pas pensé d'abord, ah ben tiens, je vais reprendre le thème de la dryade. Non, j'ai pensé tout bêtement... Où une fille qui connaît la campagne pourrait se cacher si ce n'est dans l'arbre de ses amours. Donc voilà, et donc si tu veux échapper au symbole, il te rattrape d'une certaine manière. Mais j'en ai plutôt une qualité, puisque ça permet de rehausser, de dégager le récit dans d'autres dimensions, comme oui, la figure mythique de Ulysse sur la plage. Il échoue sur la plage. Et voilà. Philippe Médère. Votre avis sur... enfin, qui êtes-vous d'abord? Dites-moi. Moi, je suis photographe de presse, sans faire de pub, je travaille à 24 heures maintenant. Et vous êtes sur le terrain alors, quand on m'a demandé, je suis membre de Reporters sans frontières, et quand on m'a demandé de venir à un film où on parlait d'un photographe de guerre, je me suis dit, oh non, encore un de ces films où on voit le type avec son gilet pare-balles qui court, puis qui va boire des whisky le soir. Mais oui, tu sais, c'est important. On est associé à cette série d'avant-premières. Reporters sans frontières défend des collègues qui sont dans des situations, dans des pays autoritaires, aussi des collègues qui viennent se réfugier en Suisse, comme le photographe kurde qui vient d'arriver cette année dans le canton de Vaud. Alors je me suis dit, bon, alors j'y vais. Et puis je peux vous dire que ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, c'est peut-être pas ce qui vous a frappé vous, mais c'est la modestie du photographe. Quand la fille lui demande dans quel pays il a été, quelle guerre il a fait, il n'en parle pas, il est très réservé. Et je crois que la majorité des photographes de guerre, même si des fois on peut se les imaginer ou on les voit comme des gens qui partent au front, sont des gens très modestes. On ne revient pas indemne d'une guerre, on ne revient pas indemne de troubles de guerre civile, parce qu'il y a plus de guerres civiles que de guerres avec des fronts. Les guerres avec des fronts, je ne veux pas dire que c'est facile, mais on est avec une armée ou avec l'autre, on est téléguidé. Les guerres civiles, vous êtes dans des pays où vous avez peut-être été. La nuit, c'est le gouvernement et l'armée qui commandent. La journée et la nuit, c'est la guérilla ou l'opposition. Et les gens avec qui vous avez affaire, vous ne savez jamais, même le chef de la police, vous ne savez jamais de quel côté il est, le jour et puis la nuit. Et ça, c'est des tensions psychologiques, des pressions qui sont très fortes sur ceux qui veulent témoigner et ceux qui veulent montrer certaines choses. Parce que les fronts sont pas comme ça. Alors j'ai beaucoup aimé cet aspect humain de ce collègue, si on peut dire ça. Une question à poser à Pierre Maillard? Directement pas, mais ma question, ça serait, est-ce que la guerre civile au Kosovo ou
dans les pays de l'ex-Yougoslavie, vous y avez, avant de faire le film, vous y avez été sensible ou vous avez connu des gens qui ont habité ou qui ont vécu ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Par l'entremise d'un de mes meilleurs amis qui était monteur et puis qui allait à Sarajevo régulièrement faire du montage dans le bunker. Il y avait un bunker où il y avait toute la presse. Il faisait du montage et il revenait tous les 2 mois, il revenait à Genève. Et ce qu'il y avait d'hallucinant ce qu'il me racontait, il arrivait avec des avions de l'OTAN ou je ne sais pas, enfin des avions militaires. Et puis ensuite il y avait le Sniper Alley qui devait traverser. Donc il traversait tout le Sniper Alley dans des blindés ou des semi-blindés. Et puis ensuite, il montait dans le bunker et puis il retraversait le Sniper Alley et il reprenait l'avion. Et quand elle arrivait à Genève, si vous connaissez Genève, il lui était impossible de traverser à pied la plaine de Plainpalais. Il ne pouvait pas, c'était au-dessus de ses forces de traverser la plaine de Plainpalais. Et ensuite, il a épousé une fille de là-bas que je connais très bien. Je suis même le parrain de leurs enfants. Et en fait, suite à cette expérience, il s'est retiré des hommes, un petit peu comme... c'est marrant ce que vous me dites, parce que c'est la première fois que j'y repense. Et il s'est retiré des hommes, c'est-à-dire qu'il est devenu complètement agoraphobe. Il ne pouvait plus sortir de chez lui. Alors c'était pas la nature, mais il ne pouvait plus sortir de chez lui. Et pour enfin réussir à ressortir de chez lui, il a quitté la Suisse, il est allé habiter à Marseille, au bord de la mer. Et là, il a pu ressortir. Mais pour dire que ce traumatisme-là, on en avait beaucoup parlé. Et c'est pour ça que ça a fait son travail souterrain, parce que je vous assure, hein, j'y repensais plus. Et voilà quoi. Donc, Là, le personnage, je voulais qu'il devienne un espèce d'ours taiseux, quoi, qui dit rien. D'ailleurs, on a l'impression qu'il ne s'intéresse pas à la fille. Il lui pose jamais la question. Il lui pose pas vraiment de questions. Il lui dit pas vraiment qu'est-ce que vraiment tu as fait et tout. Il essaye de l'aider, mais en fait, il est devenu autocentré, quoi. Il est devenu totalement agoraphobe d'une certaine manière. Quoique le film suggère la question du rapport affectif qu'ils vont pouvoir développer, évidemment. Alors, mais ça évidemment, parce que c'était le truc, évidemment, le vieux avec la petite jeune très jolie et tout, effectivement, immédiatement, dans tous les spectateurs se disent, il va y avoir une histoire. Il va y avoir une histoire. Mais je voulais pas qu'il y ait une histoire, justement. Non, je voulais pas qu'il y ait une histoire, je voulais pas que ça tombe là-dedans, je voulais qu'il y ait une forme qu'il se rapproche, qu'il y ait de la tendresse, qu'il y ait un rapport des fois paternel, des fois pas, des fois amical. On sent qu'il est attiré par elle, voilà. Mais je voulais pas cristalliser ça dans une histoire d'amour. Entre les deux, parce que elle a autre chose en tête. De toute façon, elle a sa liberté devant elle, a essayé de gagner sa liberté, qui l'amène sur les possibles. On ne sait pas où ça va l'amener, quoi. Mais... Madame, vous avez souri quand Pierre a parlé de cette relation. Dites-nous, pourquoi avez-vous souri? Parce que je suis contente que justement, attendez. c'est pas... Non, mais ça va. Je suis contente. Non, prenez le micro. Je suis contente que justement, il n'y a pas eu cette histoire d'amour, parce que ça serait un cliché. Oui. Et puis, voilà, merci. Et vous avez une question à poser, une remarque sur le film? Vous avez le micro, gardez le micro. Dites-nous quelque Je ne chose. pas parler devant. Moi, je suis dans les arts visuels, je n'aime pas parler. Qui veut prendre la parole sinon? Qui n'est pas dans les arts visuels, et dans l'art oratoire. Je suis pas dans les paroles. Qui souhaite prendre la... Monsieur. Moi, c'est juste une remarque en fait. J'ai jamais été en Albanie, mais je trouve que c'est pas une publicité pour le pays. Là. Je ne sais pas si vraiment ça a l'air vraiment triste et j'ai pas envie d'y aller. Ça n'a rien à voir avec le film, hein, mais... Oui, non, mais c'est drôle parce que tout le monde n'a pas du tout cette réaction-là, parce que beaucoup de gens ont dit j'ai vraiment envie d'y aller parce que ça a le pays a l'air quand même, la nature a l'air magnifique. Et c'est vrai que c'est un pays encore très sauvage. Mais comme je l'ai dit avant, c'est pas l'Albanie réelle. Voilà, non, l'Albanie permettait, vu son histoire, ce qu'elle a traversé, les ruines de toutes les époques qui parsèment
son territoire, le fait qu'il y ait des immenses espaces vides d'habitation, de routes, me permettait de créer un pays fantasmé qui est issu du terrain albanais, mais qui n'est pas l'Albanie. Il n'y a pas la capitale, il n'y a pas les grosses 4x4 qui est là, il n'y a pas les bars là, il n'y a pas la côte, il n'y a pas les plages. Alors c'est un pays qui est incroyablement attachant. C'est un pays, moi j'y pense tous les jours, hein. Je pense tous les jours à l'Albanie parce que je pense aux gens, parce que tous les mecs ont une gueule de bandit, mais c'est tous des nounours à l'intérieur de manière incroyable. Et profondément que ça, il y a par exemple la notion d'hospitalité à l'antique. Dans la loi coutumière albanaise, dans la maison, c'est un Dieu, deux l'autre, trois le propriétaire. Et cette notion d'hospitalité, d'accueil, est vivace, est vivante, et ils ont le cœur sur la main, quoi. C'était un tournage de ce point de vue-là qui était absolument extraordinaire. Alors il y a certains aspects tristes, mais qui ont à voir avec la pauvreté. C'est un des pays les plus pauvres quand même d'Europe, avec la misère des constructions de l'époque communiste, qui ensuite est arrivé le capitalisme le plus sauvage. Alors là au milieu, il y a des constructions communistes dégueulasses, et puis à côté, il y a d'autres trucs dégueulasses, mais super clinquants, avec du bronze, du miroir, etc. C'est un grand n'importe quoi, mais avec des gens dedans extraordinaires. Non, je vous enjoins d'aller... Mais ne pas oublier néanmoins, Pierre, on est bientôt au bout de... Ne pas oublier, Pierre, que dans le film, le premier berceau de la violence dans le film, c'est la raison clanique, c'est la raison familiale clanique. Et c'est sur ce terreau-là que s'installe ensuite la guerre civile. Donc c'est vrai que la référence culturelle à l'hospitalité, oui, et par ailleurs, il y a cette violence qui peut embraser des familles et des populations entières. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si... Je sais pas, moi je connais pas l'Albanie, je connais pas où elle en est au niveau du rapport avec la femme, mais enfin ça posait beaucoup la question de la femme et de la position de la femme. Donc moi je voudrais vous entendre là-dessus parce que ça me pose question. C'est vraiment comme ça parce qu'en même temps vous dites qu'ils sont tous vraiment des nounours. Envers les hommes. Envers les hommes. Alors je vous rends le micro. Non mais je peux vous répondre là-dessus parce que c'est une histoire que j'ai déjà racontée bien sûr parce que ça m'a beaucoup frappé parce qu'on est allé montrer le film dans le village qui s'appelle Leskovic, qui est un village du sud de l'Albanie où était tournée la majeure partie du film, enfin une grosse partie du film, là où habite la fille et tout ça. Ça c'est Leskovic. Et on est allé, je leur avais promis de le faire, on l'a fait, on est allé montrer le film au village, dans une salle bondée, il y avait... Bon, enfin bref, c'est une projection hallucinante. Et le lendemain matin, alors que je buvais un café, il y a 4 jeunes filles qui avaient préparé leurs questions et tout ça, qui sont venues vers moi pour me demander si elles pouvaient m'interviewer. Et leur question centrale, c'était qu'est-ce que je pensais de la condition féminine. Et parce que il est vrai que les hommes boivent, fument, regardent des grosses saloperies à la télévision, dans les bistrots. Il y a un gros chômage. Les filles, on ne les voit pas. Elles sont à la maison ou à l'école. Elles sortent en été, elles sortent une demi-heure par jour. Il y a une passeggiata. Les adolescents ou les jeunes adultes se croisent et tout ça. Les mariages sont arrangés. Après, les filles rentrent à la maison. Les mariages sont arrangés pour beaucoup. Il y a bien sûr toujours des Roméo et Juliette, mais pour beaucoup, les mariages sont arrangés. Ça reste, ça l'étranger ne le voit pas, mais ça reste hyper clanique. Ça, je l'ai constaté à de nombreuses reprises. Donc une fille est sous la férule de sa famille, ça c'est sûr, et de manière... mais comme ça l'était ici en Valais, il y a une génération et demie, ou à Fribourg, moi je suis de Fribourg. Mais de manière beaucoup plus forte, parce que c'était codifié. Parce que c'était codifié dans le Kanoun, qui est la loi traditionnelle,
qui en fait, après la chute du communisme, le communisme avait essayé d'écarter cette loi traditionnelle, et le Kanoun est ressurgi. Et le Kanoun, du point de vue de la condition féminine, est une chose terrible. Il faut qu'on donne un terme à cet C'est important de dire ça pour vous, cette violence à la femme dans ce pays-là, dans ce contexte. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Peut-être il y a trop de sujets qui sont abordés dans le film, parce que c'est pas un sujet que j'abordais vraiment, mais si vous voulez, c'est le contexte de vie de la fille, et c'est ce qui suscite son départ. C'est ce qui suscite son désir de liberté. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme, malheureusement. Alors, 3 questions. L'une pour vous. Dites-nous, partagez avec nous un moment du film, une scène, un plan dont vous pensez qu'il va se graver dans votre mémoire. Eh bien, moi je pense quand même que c'est l'embarquement dans le canot à la fin qui m'a le plus marqué. Parce que c'est aussi c'est un peu une guerre de la misère qu'on vit maintenant. On connaît des gens qui sont sortis des canots, qui sont venus jusqu'ici. On ne leur ouvre pas toujours les bras, mais pour moi, c'est la situation que je ressens le plus que des souvenirs peut-être plus lointains. Merci. Une question pour toi. Alors, moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est le prêtre qui regarde la mer très sombre, dans l'orage qui résonne là dans le fond. Et c'est un des... on voit que, finalement, c'est un plan où on voit que la mer. Généralement, il y a toujours un personnage. Hein. Oui. Et là, c'est en fait, tout est possible à ce moment-là, le pire comme le meilleur. Mais il y a aussi une forme de mélancolie. Moi, j'ai trouvé cette image à la fin de ce film très dure aussi, très sèche, quoi. Même si on parle de mer en l'occurrence, hein, mais c'est quelque chose qui m'a marqué en fait. Sans compter effectivement le départ, effectivement, mais aussi la fin, la dernière image est pleine d'espoir. Donc il y a plein d'images qui sont marquantes, mais celle-là m'a spécialement marqué, quoi, parce qu'il y a son regard, ce gars se tourne vers cette mer en disant il y a combien de morts dans cette mer, combien de morts dans cette utopie pour traverser. Enfin, moi ce que je trouve détestable avec l'actualité aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui que des milliers de personnes sont mortes dans la mer Méditerranée, alors que des centaines et des milliers de personnes sont mortes déjà en traversant le Sahara il y a déjà de très nombreuses années, et que les traversées, notamment par les Algériens pendant la guerre civile, étaient nombreuses. Les morts étaient très nombreux également, mais là tout le monde s'en foutait comme en 40. Et aujourd'hui, on est tous sensibles parce qu'effectivement on a vu une image, peut-être une image de trop, de cet enfant qui est mort sur une plage. Mais c'est ce que j'avais dit aussi à Genève dans la première rencontre, c'est que des copains photographes à moi étaient payés pour passer leur été sur une plage, pour prendre la photo qui allait faire pleurer dans toutes les chaumières. Donc si vous voulez, alors comme disons qu'on c'est du cynisme pur et dur, mais c'est comme ça aussi que fonctionnent les médias aujourd'hui, on vend de l'émotion. Et pour moi, l'émotion est très très mauvaise conseillère quand on parle d'information et quand on doit, disons, comprendre le monde. Et c'est en cela qu'un film tel que celui de Pierre Maillard creuse dans les à côté, dans les autres sphères, une réflexion, une réflexion et une complémentaire à tout ce qui a été dit. Monsieur. Il y a quelqu'un qui veut... Juste par rapport à ça, la phrase qui me tourmente beaucoup, qui revient très souvent, c'est « Rends-moi ce que tu m'as volé ». Est-ce que c'est aussi par rapport à ce que monsieur vient de dire? Elle est animée, Mira, la fille, est animée par une foi naïve et très simple, très directe. Elle croit au miracle. C'est transmis aussi par sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui transmet aussi la liberté, parce qu'elle lui dit vas-y. Et puis, c'est une petite prière que j'ai découverte, c'est une petite prière de Sant'Antonio, padrone degli imbroglioni, patron des embrouilles, des embrouilleurs. Rends-moi ce que tu m'as volé. Et effectivement, c'est une petite litanie,
Mais rends-moi ce que tu m'as volé, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est tout ça dans sa tête, dans ma tête. Monsieur, dernière intervention. Oui, alors, et comme musicien, je voudrais vous dire que beaucoup d'images que nous avons vues sont portées par une musique remarquable et je voudrais féliciter le compositeur qui a porté cette musique, cette image. Oui. Et là, la fusion des deux est remarquable. Alors, je le lui transmettrai, si je le lui transmettrai, c'est quelqu'un qui s'appelle, je vais rapidement là-dessus, c'est quelqu'un qui s'appelle Fatos Cherimay, qui est issu d'une longue lignée de musiciens. Son père ne sait pas lire la moindre des notes, mais c'est un violoniste exceptionnel, et qui joue d'ailleurs au début, qui est un monsieur de 85 ans maintenant, mais qui au moment du communisme, pouvait sortir, un des rares à pouvoir sortir de l'Albanie, parce que c'était un musicien, un violoniste donc traditionnel, et donc il allait dans les foires, les expositions, les concerts officiels de l'Albanie à l'étranger, et il revenait avec sous le manteau des disques de musique qui étaient totalement interdites, et il faut savoir qu'à l'époque, Jean-Sébastien Bach était interdit. Stravinsky est interdit, Ravel est interdit. Messieurs, dames, merci de votre présence. Sachez, vous n'avez pas fini encore une seconde. Sachons, rappelons-nous que Pierre Maillard fait des films et dans la création cinématographique depuis plus de 30 ans. Et il a réalisé en 2007 un film qui est une conversation avec un de tes aînés, Alain Tanner. Et ce film s'appelle « Pas comme si, pas comme ça ». Pas comme si, comme ça. Pas comme si, et si, comme ça. Et ce comme ça, c'est quoi alors? C'est ce film-là. Comme ça. C'est comme ça. C'est pas comme si, c'est pas comme si on était à Hollywood, ou c'est pas comme si on était, je sais pas quoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis en plus c'est tout, c'est comme ça. Merci Pierre Maillard, merci. Merci à vous.